Bien, merci beaucoup. Ouais, il y a pas mal de sujets sur lesquels je pourrais rebondir, mais je vais faire un tri. Oui, c'est vrai, je viens des Vosges. J'ai pas trop l'accent des Vosges, parce que j'habite dans le sud-ouest du département, la partie qui est la plus limitrophe avec la Haute-Marne, dans le secteur de la Marche, Montureux-sur-Saône. Je suis à 1 heure et demie de Saint-Dizier, si je prends l'autoroute. Et j'ai la chance d'habiter dans un tout petit village, 74 habitants au dernier recensement, beaucoup moins maintenant parce qu'il y a eu plus de décès que de naissances. Et ce petit village est situé presque au cœur de la forêt d'Arnay. La forêt d'Arnay étant une des forêts labellisées forêt d'exception maintenant, 15 000 hectares, d'un seul tenant, à cheval sur les Vosges et la Haute-Saône. Et la forêt, c'est un peu mon terrain de jeu, entre guillemets. La martre des pins, que j'ai photographié dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, fut pendant plusieurs années ma principale maîtresse, sans jamais trahir ma compagne, je vous rassure. Oui. Excusez mon humour, j'essaye des fois de me brider dans ce domaine-là, mais j'adore, et vous allez le découvrir, les jeux de mots. Et donc, j'ai été enseignant. J'ai fait toute ma carrière d'enseignant jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy décide de nous menacer, nous les enseignants qui faisions honnêtement notre travail, de nous mettre en retraite beaucoup plus tard que les autres. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh là là, ça sent le roussi. Je vais m'en aller en retraite. J'avais encore l'âge de le faire avec une décote énorme. Mais je suis parti en retraite pour me consacrer à la photographie naturaliste et pas uniquement animalière. Donc je photographie toute la nature, même si j'ai quelques sujets de prédilection, dont les mammifères. Ceci expliquant ma présence ce soir. Alors pour en venir au Festival Nature Image à Tignicourt, j'en reparlerai à la fin. Je vais présenter ce diaporama parce qu'il y a au moins une ou deux personnes qui travaillent ce soir et je leur ai promis de les libérer assez tôt éventuellement. Et donc ce diaporama, il est possible que vous soyez un petit peu désorienté parce que je choisis pour tous mes diaporamas. C'est un diaporama que j'ai présenté pour la première fois en 2018, juste après ce diaporama a accompagné la sortie de mon ouvrage Belle des Bois. Belle des Bois, c'est moi qui ai inventé ce titre et depuis... ce titre est repris allègrement sur les réseaux sociaux, dans les magazines, pour désigner la martre. Comme disait Jacques Brel, il faut mieux être suivi que suivant. Et la Belle des Bois, pourquoi ? Parce que c'est un animal, comme vous le disiez, Franck, qui est mystérieux, qu'on voit rarement. Et surtout, quand elle est surprise, quand elle est curieuse, elle va se dresser sur ses pattes arrière, comme un chien savant fait le beau. Moi, je pensais qu'elle faisait la belle pour me séduire. Elle a réussi, la bougresse. J'ai travaillé pendant 5 ans pour faire ce livre. Et pendant 5 ans, je n'ai pas réussi à faire ce que j'aurais voulu. Ce livre est quand même sorti en 2018. Et à partir de 2013, date de la sortie de mon livre Renard les yeux dans les yeux, un autre de mes animaux fétiches, je me suis consacré à elle, et uniquement à elle, au rythme d'une sortie quotidienne du 1er avril au 1er octobre. 6 mois, multiplié par 30 jours, ça fait 180 sorties quotidiennes et matinales. Sur ces 180 sorties, je n'ai jamais vu la martre plus de 18 fois. La voir ne signifie pas la photographier, on est bien d'accord. Les 2 premières années, j'ai accumulé les bides et les bides, ce qui explique le mien. Mais j'ai vite compris comment elle fonctionnait. Et les 3 années suivantes, ça a été un peu plus productif. Donc ce que je vais vous montrer, la plus belle fille du monde ne peut montrer que ce qu'elle a. Je ne prétends pas m'ériger à ce rang. Mais je vous montrerai donc uniquement ce que j'ai réalisé avec la martre. D'autres photographes ont eu beaucoup plus de chance que moi, plus de talent sûrement, mais on en reparlera après. Alors je vais vous emmener sur la piste de la martre.
Ne vous laissez pas dérouter par la forme que j'ai choisie. C'est un mélange de texte et de commentaires qui est écrit, un mélange littéraire, poétique et parfois humoristique. Chacun y trouvera peut-être son compte. Dans la forêt, près de chez moi, vit une belle, capricieuse et infidèle. C'est ce qui m'attire en elle. Alors, chaque jour, je m'en vais à l'aurore afin de la rencontrer. Je ne suis pas souvent récompensé, mais juste assez pour continuer à la désirer. Elle n'est pas du style à poser, ni à se laisser tirer le portrait au milieu du sentier. Elle préfère grimper, bondir et courir, être libre d'aller et venir avec les elfes et les farfadets, dans une tunique unique de belle de nuit. À certaines saisons seulement, elle effleure le jour. Et pendant que je tisse le temps, en l'attendant, elle caresse la rosée délicatement, ou décroche la lune mystérieusement. Mais lorsqu'elle surgit dans la clairière, mon émotion chavire et je l'admire. Dès qu'elle s'évanouit dans les frimas d'octobre et qu'elle se réfugie dans les bras des ténèbres, je repense, comme le grand Georges, à cette belle passante que je n'ai pas su retenir et qui me hante depuis la première fois, depuis cet instant merveilleux où elle est apparue devant moi, si furtive et si légère, sous son voile éphémère, si belle et si fragile dans sa robe de brume. On se souvient toujours de la première fois. Et l'on est impatient de vivre les suivantes. En hiver, la belle sort de son lit à l'heure où je rejoins le mien. Elle laisse à la nuit le soin de veiller sur sa vie. Elle n'est pas comme celle de ses collègues qui sont radieuses dans la poudreuse, ou comme ces vers galants qui fendent la bise par tous les temps. Non, la belle est plus secrète, plus frileuse peut-être. Elle se contente de signer son passage d'une empreinte modeste. Et quand arrivent les premiers jours de mars, renaît enfin l'espoir de la revoir. Les silhouettes familières quittent leur quartier d'hiver. Sur son derrière, le chat sauvage prend sa pose forestière et s'en va mettre le couvert au ras de la litière. Dans la dernière froidure, Mister Cerf se prépare à perdre sa ramure. Et soudain, elle apparaît. Telle une fille de l'air, une acrobate spectaculaire, qui se fond aussi vite dans mes hallucinations. Caché derrière un tronc, je déguste, sans modération, cette arrivée précoce du feu follet nouveau. Fini le froid. Les biches prennent leurs pieds
à la porte de la forêt. La belle se livre tout entière à la rousseur de la lisière. Sur son passage, le troglodyte n'emmène pas large. Et la maison jupée regagne sa cavité. Entre les mousses, la mignonne fait la mue et la moue, et taille avec le taillis une bavette de tailleur, avant de prendre gîte en haut de son chêne, son copain de chêne, son alter ego. Les prémices du printemps affichent leurs auspices. La Perce-Neige est au chômage. L'hermine est en rodage. La jolie Sylvie, encore sage, déploie ses avantages. Le citron est en pompage. Et l'oxalis, très à la page. Dans la mare, on vit bien. Et la grenouille rousse se la coule douce. Avec les années, le rouge-gorge est devenu un peu dur de la feuille. Dans sa couche d'aiguille, le sapin s'enracine à la vie. Avec parcimonie, l'écureuil commence ses économies. Et comme un petit rat se prépare à créer à l'opéra bouffe un nouveau thème de casse-noisette. Dans son arbre favori apparaît enfin la martre des pins, l'esprit du bois, la belle des bois. Le printemps est définitivement là, et chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de ses meilleures exhibitions. Pendant ce temps, le pic noir susurre sa plainte aux oreilles du vieux être qui ne pensait plus attiser à son âge les ailes de l'amour. La chevrette a retrouvé sa casaque des beaux jours. Le brocard est en retard et se complaît dans le velours. Le pic-à-pêche se dépêche de piquer l'insecte. Et le pic-mare de nourrir sa nichée avant que la martre ne le fasse à sa place. Chez tous les passereaux, comme le grimpereau, c'est l'heure du ravito. Petite sœur Nonnette et sa noire cornette. Mes anges bleus et leur prise de bec. Pouillot siffleur, comme Whittaker. Troglodyte mignon, comme mon garçon. La fée Clochette et sa hampe magique, marquée du sceau de Salomon et du signe du bonheur, sous le regard inquisiteur de l'épervier. La belle ne va plus tarder à adopter les horaires d'été. Trop occupée par son bouquin, le jeune lièvre ne l'a pas vue arriver, mais elle est bien là, minuscule dans les renoncules, majuscule sur le monticule. Que la rareté et l'absence rendent encore plus passionnante. Caché derrière une brindille, le faon craint pour sa survie. Surtout si Goupil dégoupille. Mais il a d'autres renardos à fouetter et même à débarbouiller. C'est la saison des petites boules rousses, des premiers regards.
des petits renards, des premières caresses et premières tendresses, des fausses promesses qu'on fait à la jeunesse et qu'on ne tient jamais. Dans la forêt, près de chez moi, vit une belle singulière. Dès que mai enfile son habit vert, comme Gérard Manset, elle voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Elle devient une écuyère, à cheval sur la lumière, une flèche traversière sur son balai de sorcière, une chandelle très fine, une chandelle très fière qu'elle dresse sans manière, en narguant les femmes serres. Elle devient un courant d'air qui emprunte, sans les rendre, les chemins les plus divers, les suit et les longe en courant de guingois avec sa gueule de bois. En s'arrêtant parfois pour cacher sa joie. Au crépuscule, les allées forestières sont un repère de gangsters qui dégainent plus vite que l'ombre qui tombe et s'en vont chatter là-haut sur la colline. La belle sort de la clandestinité et redouble de tonicité. Le déclencheur contient mal sa nervosité. Le boîtier se régale des rafales libérées. La fusée supertonique devient supersonique et rejoint le firmament bionique. Dans la forêt, près de chez moi, vit une autre belle. Une éminence noire à la rouge dague. Une diva des vieux chênes à qui les soupirants confient leur peine. Bon gré, malgré, les fougères qui cherchaient des crosses les ont trouvées. La martre choisit sous leur toit les sports qu'elle va pratiquer. Et l'écureuil au rez-de-chaussée, les têtes de cône qu'il va décortiquer. Les résineux conversent de fil en aiguille. Les hêtres paraissent sous leur parapluie. Sur le zinc, les petits noirs sont de sortie. La mer Noire déborde d'énergie. Le père Pic est perplexe et quitte ses blancs-becs sans complexe. Dans les frondaisons s'installe la belle saison. Au bord du sentier, je guette les traversées. Le lièvre tente pour une fois de terminer premier. La martre ne tarde pas à le rattraper. Mais, face à l'incertitude du lendemain, elle décide soudain de déposer le bilan et d'abandonner aux créanciers un bien délicat présent. Comme son cousin le furet, elle est passée par ici. Son autre cousin le blaireau est passé par là. À ce pépère débonnaire, on cause hélas trop de misère. Quel crime a-t-il donc commis pour mériter la sinistre antipathie de quelques cliques de déterreurs qui font régner l'horreur sur un animal
inoffensif, trop souvent victime de ses destructeurs. Ce paisible terrassier, pensionnaire de l'obscurité, ce mustélidé bien élevé, est pourtant un modèle de tranquillité, attentif et attentionné pour toute sa maisonnée, à tel point que l'on cherche en vain où se trouve la terreur des terriers et le terrible nuisible. Si ce n'est dans l'obscurantisme et le parti pris, mais il n'est pas le seul à partager ce triste privilège. Après une pause longue durée, l'arroseur arrosé sort enfin du musée. La martre batifole dans les graminées et défile éblouissante sur la scène illuminée. Dans sa robe à paillettes, la Miss brille de 1000 bougies. Pour elle, une autre aventure commence. Les prairies sont fauchées et il lui arrive de s'y inviter. Belle des bois devient belle des foins. Petit lutin devient petit ours brun. Et dans les andins, tel renard ou chat forestier, la martre fait son marché. Et bondit, et mulotte, et traque, et croque. Et savoure le mai de mai, avec un zeste de volupté et un brin de coquetterie. Avec ses mèches, poivre et sable, la belle déserteuse nous lance une œillade langoureuse. Pendant ce temps, le renard, en bon citoyen, continue à sévir et servir sa patrie. Son utilité n'est plus à démontrer, et seule maintenant la haine et la mauvaise foi peuvent encore justifier sa persécution. Le chat forestier n'est pas encore dans le même panier, puisqu'il est protégé, enfin, en principe. Ce qui ne l'empêche pas de se nourrir et de nourrir quelques incertitudes. Mais pour l'heure, il arrive à se faufiler discrètement sur les chemins de traverse, qui deviennent, avec un peu de chance, de vrais sites de rencontres, renards en vagabondage, tessons en libertinage, groins gris en copinage, demoiselles à la fleur de l'âge, messagères hors du passage, à la dérobée, à longues enjambées, sur une autre coulée, avec la même célérité. Sanglier ensuite, au même jour et même endroit, au pas de loi. Et le reste de la troupe qui suit la meneuse de revue. Biche, un peu plus tard, avec son moutard qui lui monte au nez. La vie sauvage est un manège où la chevrette décroche le pompon. Les chemins sont des terrains loin d'être vagues, pour qui sait se cacher et patienter. On y rencontre parfois des bêtes rares, des putois lointains et des putois malins, des putois qui ont faim et ne rentrent jamais sans rien, de la pêche aux amphibiens. Et aussi des grenouilles qui ont la trouille, et puis des campagnols qui s'affolent,
car dans la pile, le putois ne perd pas la face. Sur le tas, le renard bronze peinard. Et le chaton sauvage paraît très sage. La martre, elle, préfère jouer à chat perché, fouiner dans les vieux bois, là où l'on fait la meilleure soupe, et prendre un verre tendre, ou verre d'eau, en un éclair. Le chemin se réveille sous les caresses du soleil. La belle les apprécie aussi, et souvent m'éblouit quand elle me fixe luisante à la sortie de la nuit. La belle n'a pas d'heure, mais elle est toujours pressée. Elle décolle, elle s'envole, elle vole et caracole. Elle jaillit, elle bondit, elle s'enfuit. Elle se presse, elle s'exerce, elle traverse. Elle détale dans les pétales, elle s'étale dans les sépales. Et elle surgit de la chanson de Thiéphène, belle, magnifique, mon belle. Juin est un malin qui a plus d'un atour dans son sac. Un acrobate roux qui épouse le contre-jour. Un colibri papillon qui trompe le chardon. Une écaille brune qui trahit la lune. Une pourpre digitale qui pleure les fleurs du mal. Un bourdon qui a le bourdon, car il disparaît et cherche un remplaçant afin d'extraire le nectar du nectaire. Le solitaire, lui, ne risque pas qu'on lui fasse une fleur. Et il reste sur écoute avec le brocard, sans l'ombre d'un doute. Les renardeaux épillent sur la route l'arrivée du casse-croûte. Les trois petits cochons cherchent leur maison. Bambi, oui, Bambino, c'est que sa mère a de jolis yeux, mais qu'il est trop jeune encore pour jouer les amoureux. Bambino, Bambino. Sur le chemin des prés, la belle prend le frais. Elle vagabonde, elle batifole comme une folle. Elle se grise et se dégrise face à la surprise. Et regagne la pénombre entre terre et mystère. Entre stars forestières et puits de lumière. L'écureuil descend de son nid. La martre descend de son lit. S'en va chercher son pain et griller ses tartines à l'orée de la cuisine. C'est l'heure des ombres qui planent et du temps qui fuit, l'heure du berger et de son étoile qui luit, l'heure des clandestins et de leur ouïe qui frémit, l'heure des secrets de famille et des cachotteries, l'heure douillette des tête-à-tête et des cajoleries, l'heure privilégiée de la tranquillité, loin des craintes et des dangers, loin des bruits suspects
qui font lever le nez. Dans la futaie de juillet, il est une autre belle, tombée du ciel, dont la nouvelle vague prépare un long voyage. Dans quelques jours, les Vosges ne seront plus qu'un souvenir, ancré profondément dans sa mémoire, puisqu'elle y reviendra. L'été est en chaleur, et la belle toujours à l'heure. Comme Guignol, elle jaillit du Castelet. Elle apparaît, disparaît, tantôt dans le méli, tantôt dans le mélo. Tantôt provocante, tantôt confiante, et toujours intrigante. La belle est une acrobate des troncs, une voltigeuse sans filet, une descendeuse sans rappel, une grimpeuse sans harnais, une funambule sans balancier, qui défie la gravité. Elle est aussi une belle gourmande, une saisonnière sans pareil, qui récolte les fruits sans échelle. Directement avec les quenottes. Ce matin-là, elles étaient 2 à s'être levées pour des prunes. Et dans mon coin, je les regardais et je jubilais. Preuve, s'il en fallait, qu'il est aussi possible, dans nos régions, de faire pousser des fruits de la passion. Mais pour les cueillir, il est préférable de ne pas trop ramener sa fraise. Dans le verger, près de chez moi, il est un cerisier. Cette année, la belle m'a fait l'amitié de le visiter et d'y fredonner à plusieurs reprises le temps des cerises. Pour me remercier, elle m'a laissé ma part de clafoutis. Car elle sait que je l'apprécie. Puis elle est repartie plus légère, chercher la confiture sur l'étagère. Il est en été des rencontres imprévues en petite tenue, des rencontres inattendues, des courses soutenues, des cavalcades impromptues et une émotion bienvenue quand on se toise au coin de la rue. Parfois, elle s'accorde une pause pour allumer une chandelle, fière et irréelle comme un top modèle. Elle repart ventre à terre, mener sa vie de fugitive, qui ne s'arrête jamais, car elle ne sait que bondir. Elle ne sait que voler. Elle est libre, Marthe. Si libre, si belle, et si touchante, sous son masque de rosée. De temps à autre, elle rompt sa solitude. Elle part en Bohème avec ses enfants, du côté de Montmartre, qui en ce temps-là accroche ses lilas et décroche les fleurs du mal. Elle retrouve ses amours de jeunesse ou ses amours tout court, quand les deux font la paire ou ne la font pas. Juillet s'achève sur une note feutrée. Dans les prés grillés, le forestier joue au chat et à la souris avec ses petits amis. Celui-là ne sourit plus, car il est déçu d'avoir perdu. Il serait étonnant qu'il joue une seconde fois. Les sangliers ont souscrit une carte de famille nombreuse, en prévision des
des déplacements qui les attendent en septembre. La chaleur estivale assèche les lumières matinales. Dans la forêt, près de chez moi, la belle est en vacances, expédie seulement les affaires courantes. Je la retrouve encore, haute comme 3 pommes, dans son Capharnaüm. Le chemin est devenu un paillasson, un tapis de poussière, que marque à peine chacune de ses foulées légères. Pour la première fois, l'élégante marie ses couleurs à celles de la terre et les joue en harmonie avec toutes les complémentaires. C'est l'époque de l'acrobranche et des jeux de satiété, des parties de cache-cache et de nains jaunes. Le temps des murs et des murmures, des murs presque mûrs, la belle s'y aventure, pelote nue et sans chaussures. Il ne faut jamais croire connaître la nature. La martre maudite, l'horrible carnivore mute en végétarienne. Cessons de classer, cessons de condamner. La notion de nuisible est maintenant surannée. Chaque être vivant est un maillon de la chaîne qui nous lie. Et grâce à vous, un jour, la belle des bois deviendra aussi belle des lois. Comme certains, en septembre, les chevreuils ne sont pas pressés de rentrer. Les plus petits rejoignent la maternelle en famille. Les plus grands retrouvent leurs copains à la sortie, tard ta gueule à la récré. Feuille après feuille, la biche écrit sa nouvelle pièce. Elle n'est pas encore aux abois, mais ça viendra. Pendant ce temps, le cerf mémorise la gamme de ses rères. Et le sanglier aiguise la lame de ses défenses. Le chat forestier révise son rôle dans Guet des brumes. Et le grand renardeau le sien dans L'Ombelle et la bête. La blaireau se dépêche d'aller se coiffer. Et la martre prend le temps de se doucher. Dans la forêt, près de chez moi, dansent les premières fragrances d'automne. La belle des bois s'en enveloppe une dernière fois, s'en imprègne, pour parfumer son passage vers le règne de la nuit. Dans quelques jours, elle sera devenue un fantôme qui traversera ma mémoire avec sa silhouette imprévisible. Dans quelques jours, elle s'enfoncera dans le pays secret de l'invisible. Elle disparaîtra, s'effacera, laissera la place au souvenir, laissera le terrain au grand bois et à leur voix de ténor qui brame dans le décor. Puis, l'automne s'installera, touche après touche, lentement, insidieusement. Les raies de lumière perceront les frondaisons et berceront l'arrière-saison. Les vers de Francis Cabrel
s'accrocheront aux branches. Octobre tiendra sa revanche. Il y aura des feuilles d'ocre partout, couchées sur les cailloux. Et devant ma forêt jaunie, je repenserai à tous les merveilleux instants passés en sa compagnie. Je reverrai avec nostalgie ce délicieux matin de mai où elle est apparue dans sa délicate tenue, si belle et si menue, si furtive et si craintive. Et pendant les longs mois d'hiver, je repenserai à elle et j'attendrai. J'attendrai. J'attendrai qu'elle revienne et me fixe à nouveau. J'attendrai. Si craquante, si intrigante, dans sa pelisse confiante, j'attendrai. J'attendrai qu'elle apparaisse et se dresse à nouveau. Si attendrissante, dans sa parure évanescente, j'attendrai. J'attendrai qu'elle illumine encore une fois le cœur de ma passion, si belle et si légère, sur son rayon de lumière. Si belle des bois, dans son fuseau de soie, comme l'or de la toute première fois. Merci beaucoup. Décompression parce que c'est un exercice en direct qui est nerveusement un peu tendu parfois. Il ne faut pas se planter. Je me suis planté qu'une fois. C'est une fois de trop. Bien, merci. Alors, un, deux. Oui, je suis à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux pas vous en montrer plus. Ce diaporama-là, je l'ai relooké, comme on dit, il y a l'année dernière. Je crois que c'est marqué 2025 à la fin, oui. J'ai réintégré une ou deux photos de 2025. 2026, j'ai fait d'autres photos et que j'ai publiées dans mon tout nouveau livre qui est là. Je n'ai pas voulu les montrer dans ce diaporama-là parce que j'en garde l'exclusivité pour un prochain diaporama qui va regrouper tout mon travail sur les mammifères. Et qui va accompagner cet ouvrage que je viens de sortir. Voilà. Et donc la martre, et là je n'ai pas eu, j'ai pas eu la chance de découvrir des jeunes martres dans un trou d'arbre. Je suis toujours en rage quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui ont, je vais rester poli, une chance incroyable. Il y a des enfants, là, j'allais utiliser un terme peu plus trivial, et une chance incroyable, quoi, qui font de la photo depuis 2 ans, et puis ils tombent sur des jeunes martres, des jeunes putois dans un tas de bois, alors que moi, ça fait 40 ans que je fais de la photo, et j'en ai jamais vu, et que je suis tous les matins dans la forêt. Il n'y a pas de justice, ma pauvre dame. Alors, je leur concède,
Je ne vais pas beaucoup à l'église, je ne fais pas beaucoup de prières. Peut-être que je devrais un peu me mettre un peu mieux avec celui qui, tout en haut, offre la chance aux photographes malchanceux. Mais il faut choisir. Alors la martre, ça reste ma passion. Voilà, ma première passion fut le renard. Certains d'entre vous s'en souviennent. J'ai publié mon premier ouvrage en 1993, Terre de renard. C'est lui qui m'a ouvert les portes d'une certaine notoriété dans le monde photographique. Terre de renard a fait des petits. Maintenant, il y a énormément de photographes qui photographient le renard, et c'est tant mieux. Il y en a beaucoup moins qui le défendent. Tiens, c'est bizarre. Toujours facile de consommer des images. Un peu moins facile d'être militant et de s'engager, n'est-ce pas, David? Et après le renard, il y a eu le chat forestier. Le chat forestier, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait deux ouvrages. 2 ouvrages dont la première édition a été épuisée en 2000 exemplaires en 3 mois. C'était un succès formidable. Je l'ai réédité et les 2000 suivants exemplaires ont été à nouveau épuisés. C'est un animal qui fascine, le chat forestier. Puis un jour, voilà, j'ai dit, j'en ai fait assez sur le renard, sur le chat, et toute ma vie, je l'ai passé à faire des livres. Toute ma vie. C'était mon ambition depuis le départ. Puis j'espère continuer encore un certain temps. Maintenant, mon parcours, il est un peu derrière moi quand même, hein, mais j'espère encore en faire. Et je me suis dit en 2013, sur quoi je vais travailler? Comme les carnivores, ça me passionne toujours, que ce soit les oiseaux ou les mammifères. J'ai dit à ma compagne, je vais faire un livre sur la martre. Elle, pour m'encourager, elle m'a dit, tu n'y arriveras pas. Il suffisait de dire ça, elle me connaît bien, pour que je lui dise, mais si, je vais y arriver, t'inquiète pas. Et effectivement, c'était un challenge. Il n'existait aucun livre sur la martre, faut le savoir. Aucun. Noblet, Jean-François Noblet avait fait un bouquin sur la martre plus de 20 ans avant, mais c'était une martre captive, c'est une martre, enfin bon, imprégnée, comme on dit, si vous ne connaissez pas l'expression. Et une martre en liberté, il n'y avait pas de livre sur la martre. Et donc, me lancer dans ce challenge, et je n'ai pas lâché, c'est une des qualités du photographe animalier, c'est la persévérance. Il y a des enfants, là, ils me demandent souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour être photographe. Parce que depuis qu'il y a Vincent Munier, tout le monde peut être Vincent Munier. Alors, si vous saviez, dans les Vosges et ailleurs, petite fille de 6 ans, l'autre jour, qui m'achète des cartes postales. « Monsieur, je voudrais être comme Vincent Munier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Le bon Dieu était tombé sur elle. Je lui ai dit, écoute, tu vas d'abord demander au Père Noël de t'acheter une paire de jumelles. Et puis tu vas commencer à observer les oiseaux, les animaux. Et puis après, une fois que tu commenceras à bien les connaître, c'est pour toi que je parle, eh ben, tu commenceras seulement à les photographier. Il ne faut pas vouloir être photographe tout de suite. Il faut d'abord connaître les animaux, connaître la nature et la défendre. Et pour la défendre, rien de mieux que d'adhérer à une association de protection de la nature, comme la LPO ou comme d'autres. Ça, c'est la première étape. Et puis après, on commence à penser photo. Malheureusement, il y a beaucoup de gens maintenant, ils commencent par la fin. Ils veulent la photo tout de suite, c'est notre société de consommation. On veut tout avoir tout de suite, sans attendre. On paye des affûts dans des régions lointaines pour faire la photo qu'on... Et moi, j'ai une démarche qui est tout à fait à l'opposé. Je construis toutes mes photos seul, sans aucun artifice. Toutes les photos que vous avez vues, là, il n'y en a aucune martre qui n'a été attirée par un procédé artificiel. Alors qu'il y en a d'autres qui ne s'en privent pas, de leur donner à manger, de les attirer avec de la nourriture sur un point de nourrissage en forêt. Je me refuse à faire ça. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, je suis là pour répondre à vos questions, parce que j'ai usé pas mal de salive, là, cette heure-ci. Si vous en avez. Généralement, c'est le premier qui se lance qui déclenche la suite. C'est qui est, le jeune homme, là? Comment tu t'appelles? Nino. Ouais, c'est joli. T'as quel âge? 6 ans? 7 ans? Oh, excuse-moi. Je présente mes excuses. Si c'était une dame, ça serait bien. Parce que les dames, elles adorent qu'on les rajeunisse. Les petits garçons, c'est un peu différent.
préfère qu'on les vieillisse un peu. Bravo, Alors, Monsieur Caes, pour votre présentation. C'était magnifique. Merci beaucoup. Juste une petite question en termes de démographie dans votre secteur, ou même peut-être un peu plus loin. Il y a beaucoup de martres, pas beaucoup. Enfin bon, c'est vrai moi qui suis complètement néophyte, c'est vrai que je me pose la question. Les renards, on a une petite idée, puisqu'en fait, on les voit, ils s'approchent des habitations, mais les martres. Alors, l'inconvénient avec la martre, c'est qu'on n'a aucun outil qui nous permet de mesurer sa densité dans un secteur géographique. Le renard, on a certains outils qu'on appelle les indices kilométriques d'abondance, par exemple. Certains ne s'en privent pas. C'est parcourir à plusieurs fois dans l'année le même secteur, le même chemin, avec la nuit, avec des phares. On éclaire de chaque côté et on note tous les animaux qu'on voit, et en particulier les renards. Ça permet au fil du temps de comparer les populations. Puis s'il y en a trop, de réguler. Vous savez ce que ça veut dire, réguler. Et la martre, c'est impossible à quantifier. Comment voulez-vous faire? Moi, j'ai compris au début, je partais un peu à l'aventure avec cet animal-là. J'avais fait auparavant des rencontres une fois par-ci par-là, le hasard qui la mettait sur mon chemin. Et j'ai seulement compris au bout de 2 ans comment elle fonctionnait. C'est un animal qui est assez routinier, qui est même très routinier. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'on ne peut l'observer dans la journée que grosso modo 4 mois dans l'année. Mai, juin, juillet, un petit peu le mois d'août. Alors bien sûr, en dehors de cette période, on peut l'observer, mais c'est beaucoup plus rare. Par contre, en période de juin-juillet, c'est le rut, donc la reproduction. Les mâles vont beaucoup circuler sur leur territoire à la recherche des femelles. Ils vont être beaucoup plus mobiles. Et là, ils vont, pour se nourrir ou pour nourrir les jeunes, emprunter souvent les mêmes chemins, les mêmes itinéraires. Mais ce n'est pas des itinéraires à 2 mètres près. C'est des itinéraires à 50 mètres près, voire à 100 mètres près. Quand j'ai compris ça, j'ai su dans quel secteur. Quand vous avez vu une martre à un endroit, vous pouvez être certain, si vous êtes patient, qu'en y retournant le lendemain et le surlendemain, vous la reverrez dans le même secteur. Mais vous dire combien il y en a, moi j'en reconnais quelques-unes. Il y en a une en particulier que je reconnais, que j'ai reconnue, je ne sais pas si elle est toujours vivante, par le dessin de sa bavette. Alors vous savez, dans les livres, on m'a appris au début, c'est pas compliqué, hein, pour reconnaître une martre d'une fouine. La fouine, elle a la bavette blanche, la martre, la bavette jaune. Tiens. C'est pas toujours vrai. Comme dans la nature, rien n'est jamais figé. Vous avez des martres avec une bavette blanche. Celle qui venait manger mes cerises, j'étais content un matin. J'avais fait toute une série de photos. Je téléphone à mon pote Jean Chevalier, qui est un super naturaliste, entre autres, un dessinateur exceptionnel. Je lui dis, Jean, j'ai photographié une fouine à 10 heures dans le verger à côté de chez moi. T'es sûr que c'est une fouine qui me dit? Je lui dis, attends, je t'envoie la photo. Avec Internet, c'est facile. Il me dit, non, c'est pas une fouine, c'est une martre. Bon, j'étais déçu. Déçu, j'aurais préféré avoir une fouine. Comment tu le sais? C'est là, quand on voit les critères, la martre, ma martre de Mont-Cerisier, elle avait la bavette toute blanche. Alors qu'on nous a toujours appris qu'elle avait la bavette jaune. Seulement la martre a le museau toujours très sombre, les oreilles sombres, alors que la fouine a le museau clair, la truffe rose et les oreilles beaucoup plus courtes et beaucoup plus roses. Pour revenir à votre question, je peux reconnaître certains individus. Je suis incapable de vous dire, et je pense que certains peuvent peut-être le faire en capturant des animaux, quoique ce n'est pas facile. Les observations directes comme ça pour faire des comptages, c'est très difficile. Alors maintenant, on a des outils comme les caméras thermiques, les jumelles thermiques, qui permettent de savoir si une loge, si un trou dans un arbre, il est occupé. C'est peut-être un peu plus facile qu'avant. Mais non, au niveau densité, les mâles, comme chez tous les mammifères, ont un territoire beaucoup plus vaste que les femelles. Et en tout cas, le territoire d'un mâle peut recouvrir celui de 2 femelles à peu près. La reproduction, on en sait un peu plus. C'est 3-4 jeunes. Là, le rut a lieu en mai-juin. Il y a une ovoimplantation différée, c'est-à-dire que l'embryon va se développer dans l'utérus beaucoup plus tard dans l'année pour donner naissance
aux jeunes au mois d'avril à peu près, avril-mai. Et ce sont essentiellement les femelles qui nourrissent les jeunes. Et pourtant, pendant 5 ans que j'ai travaillé, je n'ai jamais fait une photo d'une martre avec des proies dans la gueule comme je l'ai fait avec des renards ou avec des chats forestiers avec des proies dans la gueule. Sauf cette année où j'ai photographié avec une proie dans la gueule, mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, cette photo, elle est dans mon nouveau livre, elle n'est pas dans ce diaporama. Voilà. Et donc, je ne peux pas répondre à votre question. Savoir, tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des gens, c'est péjoratif, des scientifiques. Voilà, c'est mieux. Des scientifiques qui ont fait des études dans les Ardennes, à Boulteux-au-Bois, vous connaissez le centre d'études des carnivores. Et ils ont attrapé des marques, ils les ont suivies avec des colliers émetteurs. Et c'est comme ça qu'ils ont vu leur déplacement. C'est quand même un animal qui reste pratiquement essentiellement forestier. Mais on peut encore le trouver en milieu semi-ouvert, voire en milieu ouvert. En venant ici cet après-midi, j'ai trouvé une martre écrasée très loin de la forêt, à la limite des Vosges et de la Haute-Marne. Donc elle peut être présente aussi, mais elle est surtout forestière. Et cherchez la martre dans la forêt. Si vous voulez la photographier, mon ami Didier me parlait de son envie de photographier la martre. Ben, il n'y a qu'un seul endroit pour se mettre, puis il faut chercher les parts de clafoutis qu'elle te laisse. Voilà. Parce que la martre, il n'y a rien à faire. Elle est obligée, comme tous les êtres vivants, de faire sa crotte tous les jours. Et quand il y a une crotte un jour, la même 5 mètres plus loin, la même 10 mètres plus loin, on peut penser qu'elle passe tous les jours dans ce secteur-là. Donc si on est patient, ça ne viendra pas. Des fois, on peut avoir la chance le lendemain, au bout d'un quart d'heure d'attente. Puis des fois, il faut falloir 2-3 jours au même endroit. Mais la leçon à retenir, c'est ne jamais lâcher. Avec la martre, on n'a pas le droit, quand on est à l'affût, d'avoir envie de faire pipi. C'est quelque chose de véridique. Si vous saviez le nombre de fois, moi, mon affût, c'est assis par terre, comme ça. Je suis assis par terre, en forêt, avec un trépied très bas. Je n'ai pas de filet de camouflage, j'ai rien, parce que l'essentiel, c'est de voir avant d'être vu. Et dès que vous êtes caché sous un filet de camouflage, vous ne voyez pas suffisamment pour surprendre la martre qui est si rapide. Et donc, il faut la voir le premier. Et chaque fois, quand on est à l'affût depuis 5 heures du matin et que 9 heures arrive, qu'on commence à avoir faim et le reste, on se dit, bon, je vais me dégourdir un peu les jambes. Et c'est quand on se lève qu'elle passe. Donc, des fois, je fais semblant de me lever et je me rassois aussitôt. Et ça marche. Et je plaisante. Voilà. Vous vous rendez compte ? Oui, d'autres questions ? Oui, Dominique. Oui. Alors, je redeviens sérieux. En hiver, elle a une vie ralentie. Elle a besoin que d'une chose en hiver, c'est se nourrir. Les nuits étant très longues, la période de nuit lui suffit pour se nourrir. Elle a un régime alimentaire assez opportuniste et éclectique. En hiver, c'est essentiellement des petits mammifères, donc des rongeurs, et des fruits comme des baies d'églantine ou des fruits qu'elle aura trouvés, des fruits secs sur les arbres. Au printemps, elle va, hélas, consommer pas mal de petits oiseaux. C'est un prédateur d'oiseaux qui est connu. Pour ça mais malgré tout, ça n'a pas empêché la LPO de me laisser publier un article sur la martre dans l'Oiseau Magazine. Merci pour la tolérance. Mais la martre ne détruit pas plus d'oiseaux que le chat domestique. Ça, c'est sûr. Et donc, en hiver, elle va passer sa journée dans une loge. C'est ce que vous avez vu au début du diaporama. Elle rentre dans un trou de chêne. Elle va y passer toute sa journée. Là, la photo où elle rentre dans sa loge de chêne, elle est au mois d'avril et il est 9 heures. Donc, elle avait fini sa tournée et elle allait se remiser dans sa loge. Elle va en sortir à la nuit. Elle va tourner toute la nuit et puis elle va y revenir. Il n'y a pas de besoin alimentaire. Par contre, au mois de mai-juin, il y a une telle dépense d'énergie pour nourrir les jeunes et également pour se reproduire, que là, elle est obligée d'être active une grande partie de la journée, et puis les jours sont beaucoup plus longs. Donc, ce qui explique qu'on n'est que 4 mois à l'avoir. Mais des exceptions, il y en existe toujours.
Un dérangement, Joël Brunet, par exemple, qui est un photographe qui a beaucoup travaillé dans l'Ain, a photographié la martre en plein hiver dans la neige. Si elle est dérangée lors d'une partie de chasse, ou autre chose, par un bûcheron qui tronçonne à côté, mais le bûcheron, il peut tronçonner à côté de la loge, elle s'en fout complètement si on n'abat pas l'arbre. Donc l'exception, mais la règle générale, on arrive dans la période favorable. On y arrive tranquillement. Pour ça qu'il y a des périodes de l'année que je n'ai pas pu vous montrer dans ce diaporama. C'est vraiment limité sur 4-5 mois. Ça m'est arrivé d'en voir encore au brame du cerf au mois de septembre. Régulièrement, j'en vois quand je suis en période de brame au mois de septembre. Oui. Moi, j'avais une question, bonsoir, concernant son alimentation, mais vous venez d'y répondre essentiellement. Mais sinon, en termes de dimorphisme, est-ce qu'on peut repérer le mâle d'une femelle ou... C'est comme chez tous les mammifères, vous en avez la preuve devant vous, le mâle est plus gros que la femelle. Et ça, c'est la généralité, mais il y a toujours des exceptions. Et donc, chez la martre, c'est un peu plus facile, surtout si elle est curieuse et qu'elle se dresse. Là, on voit très bien le pinceau pénien. Et en période de mai-juin, chez la femelle, on voit les mamelles, bien sûr. Après, je me méfie toujours, si vous voulez. Il y a toujours des personnes qui pensent qu'ils voient un animal qui est plus fin, on dit c'est une femelle. Moi, j'en sais rien. On dit c'est un jeune. Pourquoi pas. Le dimorphisme, chez la martre, comme chez tous les mustélidés, comme chez tous les mammifères, le cerf est quand même bien plus gros que la biche, le brocard plus gros que la chevrette, et chez la martre et chez la fouine, c'est pareil. Mais les dimensions sont quand même pas aussi fortes que chez les grands mammifères. Par contre, le mâle chez les mustélidés est plus trapu, plus costaud, chez le blaireau aussi. Silhouette plus fine, plus allongée, museau plus fin, voilà, c'est plus mignon une femelle, hein. On le sait depuis longtemps. Et chez les jeunes, il y a un signe qui est relativement caractéristique pour reconnaître un jeune, c'est la bavette, qui est immaculée. Les jeunes ont une bavette qui est toute jaune, qui n'a pas de tache. Ne vous fiez pas, comme on le dit dans les livres, à la bavette qui descend sur les épaules. Moi, j'ai photographié des martres avec une bavette qui descend jusque-là, d'autres avec une bavette qui descend jusque sur les avant-bras. Il y a de tout. J'ai appris à me méfier d'énormément de choses que j'avais pu lire dans les livres dits scientifiques. Scientifiques de terrain qui écrivent des livres, ce n'est pas toujours eux qui sont sur le terrain. Le véritable livre, c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est ce que la nature nous apprend en direct avec des jumelles, hein, ou une longue vue. Ouais. Ah, ça c'est compliqué parce que ça dépend d'un département à l'autre et ça dépend. Alors. Ouais, c'est vraiment très compliqué d'un département à l'autre. En principe, aux dernières nouvelles, pendant un certain temps, la martre, elle n'était plus dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les fameux ésodes, au niveau national. Et il est possible qu'elle ait réintégré cette liste avec une adaptation possible dans chaque département. Et donc, il y a des préfets qui ont continué à la laisser non... Alors, pour les néophytes, je suis obligé d'entrer dans le détail. Un animal qui est classé dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, il peut être détruit pratiquement toute l'année avec tous les moyens possibles et imaginables. Le tir, le piège, tir de nuit et tout ça. Un animal chassable et uniquement chassable, il ne peut être détruit qu'en période de chasse et par un détenteur du permis de chasse. C'est une nuance notable. Le mieux pour un animal, il faut mieux être chassable que espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Un renard qui est nuisible, ça n'existe plus, mais on peut le détruire tout le temps, de nuit, de jour, toute l'année. S'il n'est que chassable, c'est un gros progrès, parce qu'il ne peut être détruit que pendant la période de chasse. Il ne peut pas être piégé. Donc c'est un léger progrès. Le mieux, c'est qu'il ne soit ni l'un ni l'autre, bien sûr. Et donc la martre, il y a même dans certains départements,
Vous savez, il y a eu un débat dans les Vosges, hein, avec le tétras. Il est certain que la martre, elle a une prédation sur les oiseaux qui nichent au sol, dont le tétras ou la gélinote dans le Jura. Et quand ces espèces-là sont déjà menacées, certains se sont interrogés, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour préserver les tétras des Vosges, faire un peu de piégeage pour supprimer certaines martres et favoriser la naissance et les jeunes tétras qui naissent. Ça a été un débat. Le groupe tétras s'est prononcé. Il est hors de question d'intervenir dans le fonctionnement de la nature. Mais la question a été posée. Et donc, dans certains départements, la martre, elle peut être chassable ou ésode dans certains massifs forestiers ou à l'ouest d'un département et pas à l'est. Et ça, je vous invite à regarder les arrêtés préfectoraux qui sont généralement valables pour 3 ans. Et je crois que le renouvellement était... c'est fait, je crois. Hein. Il vient de se faire, oui. Voilà, alors je vais vous faire un peu de pub. Ça, c'est mon dernier ouvrage. Alors, comme le disait Franck, j'en suis au numéro 16. Ça, c'est le 16e. Le 15e, ce n'était pas sur le lac du Der, c'était le 14e. Le 15e, c'était celui-là. C'était, voilà, les voiles du Marais. J'ai fait une projection à Giffaumont au mois de février sur la thématique des oiseaux du Marais. Belle des Bois, il est épuisé, j'en ai plus. Par contre, le tout dernier, c'est le livre dont j'avais envie. Voilà, j'ai eu la surprise. C'était un peu une surprise, hein, parce que j'ai sorti 2 livres sur les oiseaux, et puis d'autres avant. Et les gens qui me connaissaient, les lecteurs qui me connaissaient, par mon travail sur le renard ou le chat forestier, à chaque fois, à chaque festival, à Montier ou ailleurs, ils me disaient « Monsieur Caisse, vous photographiez plus le renard, vous photographiez plus le chat forestier ?» Ben, je dis « Si, je continue à faire des photos. » Mais je leur disais « Je ne vais quand même pas faire toute ma vie des livres sur le renard. » Et puis, j'ai eu une telle demande à travers les festivals et les expos que je me suis résolu, après 2 livres sur les oiseaux, à revenir à mes premières amours, la photo de mammifères, avec un titre que j'ai emprunté à Jean Giono. Voilà, je suis quelqu'un qui est imprégné par de nombreux écrivains, comme Jean Giono, comme Maurice Genevoix, tous les écrivains naturalistes, par les poètes aussi. Et à l'espère, chez Giono, c'est un terme provençal qui signifie à l'affût. Et donc j'ai trouvé ça plus poétique qu'à l'affût, parce que dans le terme à l'affût, il y a une connotation qui peut être un peu plus violente qu'à l'espère, où on espère l'arrivée de l'animal. Quand on est à l'affût, on l'attend, et puis peut-être qu'à un certain moment, on va appuyer sur une queue de détente pour le faire tomber par terre. Et donc, à l'espère, qui regroupe toutes mes photos de mammifères récents, donc le renard, le chat forestier, la martre, le cerf, le blaireau, le lièvre et le sanglier. Il n'y a pas de loup parce que j'habite pas dans le Bassigny et je ne suis pas certain que j'aurais mis du loup parce que j'aime autant éviter des polémiques. Voilà, j'ai quelques exemplaires de ce livre si vous voulez en acquérir un à la sortie. Je suis à votre disposition pour le prix de 35 €. Avec une dédicace, et je parle, où c'est qu'elles sont, mais j'ai des flyers, puis j'ai laissé un paquet dans la voiture. Ça, c'est le Festival Nature Image qui a lieu dans 11 et 12 avril, donc c'est bientôt, dans 15 jours. On est jeudi, donc oui, dans 15 jours, on aura quasiment fini d'installer. Tignécourt, 100 habitants, 3000 visiteurs, 26 exposants photographiques, des animations, des sorties qui sont organisées par la Ligue pour la protection des oiseaux de Meurthe-et-Moselle et de Champagne-Ardenne. Meurthe-et-Moselle le samedi après-midi et les Champardonnais le dimanche matin pour des raisons d'âgés. Et des marchés de produits, un marché de producteurs locaux, expos intérieurs et extérieurs, des projections, des conférences avec une soirée d'ouverture le vendredi soir. Et en ouverture, le vendredi soir, un film en avant-première nationale, un film de Daniel Auclair sur le loriot d'Europe. C'est le premier film qui existe sur le loriot. Un très très bel oiseau et qui sera repassé, ce film, le dimanche après-midi.
Voilà, et je précise que tout est entièrement gratuit. Toutes les animations, toutes les sorties, il n'y a que les sandwichs qui sont payants, c'est tout. Voilà, je peux vous mettre un flyer si vous en voulez un. Si vous voulez un ouvrage, il va falloir me retrouver à la sortie parce que je crois qu'on m'a mis une table à la sortie là-bas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis heureux que vous ayez été aussi nombreux. J'avoue que je ne savais pas exactement. J'ai croisé le raton laveur dans un poème de Jacques Prévert, oui, à une certaine époque. Et je ne l'ai pas croisé, mais j'ai un pote qui met j'aime pas le mot piège photo, des caméras automatiques sur les ruisseaux autour de chez moi pour la cigogne noire. Et mon copain l'a déjà eu plusieurs fois sur ses pièges photos, sur ses vidéos, dont une fois un ruisseau à moins d'1 kilomètre de mon domicile, un petit ruisseau en forêt. Alors, voilà, j'aimerais bien le faire en photo, mais j'y tiens pas plus que ça parce que c'est quand même un redoutable prédateur. Et je pense qu'à terme, je suis assez catégorique, il prolifère tellement et tellement vite qu'il va mettre en péril certaines espèces d'oiseaux. Et ça, c'est une certitude pour moi. Quand je pense qu'en Allemagne, ils ont tué 200 000 l'année dernière, et pourtant, ça n'a rien fait sur l'équilibre des populations. Alors, bien sûr, c'est un autre débat et je n'aurais pas dû terminer là-dessus, mais je suis quelqu'un de pragmatique. Il ne faut pas s'accrocher à défendre certaines bestioles coûte que coûte, parce qu'à partir du moment où... J'ai parlé du chat domestique tout à l'heure. La prédation du chat domestique sur les oiseaux, c'est considérable, considérable. Et à partir du moment où les oiseaux sont déjà menacés, on rajoute une menace supplémentaire. J'ai encore vu ça ce matin. Une fenêtre de salle de bain qui donne sur mon jardin où je nourris les oiseaux, et le chat était à l'affût et il en a chopé un. Et donc, si vous voulez, le raton laveur, c'est pareil, quand on sait à quelle vitesse il se reproduit, c'est mignon, hein. Ça c'est mignon, j'aimerais bien photographier, hein. Tout à fait mignon, mais ça grimpe aux arbres, hein. Ça va détruire les nichés, c'est pire qu'une martre en termes de prédation, hein. Ça mange beaucoup plus, vous vous rendez compte la taille d'un raton laveur. Et donc, non, j'en ai jamais vu, mais je sais que ça viendra, parce que ça viendra, c'est comme le reste. Oui, je sais. Mais vous savez, l'histoire du raton laveur, hein, c'est les GI, quand ils ont quitté les bases de l'OTAN, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont laissé leur mascotte. Ils ont laissé leur raton laveur. Hein. Les fameux chapeaux de Davy Crockett avec sa queue de raton laveur, ça vient de là. Hein. Et c'est un cadeau des Américains. Hein. Alors Trump, il peut dire après l'OTAN, maintenant il nous a fait des beaux cadeaux aussi. Hein. Oui. Et donc, ça a commencé du côté de l'Aisne, vers Compiègne. Hein, et puis maintenant, il y en a vraiment partout dans la main. Oui. Voilà. Alors, le castor, j'ai des photos de castor, mais avec la martre, c'était un peu... c'était pas trop le biotope pour aller avec. Bien, il nous reste à applaudir encore une fois Francis. Fabrice, pardon.